Allez, commençons. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de musique et vous parler de cerveau, vous l'aurez donc compris, avec donc Hervé Platel, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Caen. Et puis en deuxième partie de cette conférence, nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Eve Christophe sur scène, qui est responsable artistique et pédagogique à l'Opéra de Limoges. Avant de commencer, je me permets de vous poser une question triptyque que j'aime bien poser à chaque fois, qui nous permet un petit peu de planter le décor, si je puis dire. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et quel a été votre parcours scolaire? Je suis né en Seine-et-Marne. J'ai vécu toute ma scolarité en Normandie, donc je me considère comme normand d'adoption. Et alors, votre parcours scolaire? J'ai redoublé ma maternelle. Ok, ça commence bien. J'en ai pas gardé des blessures profondes, oui. Je vous rassure. Et ensuite, à l'école primaire, au collège, quel type d'élève vous étiez, si vous vous souvenez? Je crois que j'ai mis du temps, en fin de compte, à trouver ce qui pourrait me passionner d'un point de vue des études. Et en fait, mon chemin s'est fait petit à petit. Si j'étais aujourd'hui un lycéen, un collégien, un lycéen qui on demande dès la troisième de savoir ce qu'il veut faire dans la vie, donc de s'orienter, etc., je serais bien en peine. Et effectivement, à cette époque-là, je n'avais aucune idée et je n'aurais jamais imaginé que je serais devenu chercheur. À quel moment vous vous êtes spécialisé? À quel moment vous vous êtes dit c'est ça que j'ai envie de faire? Donc j'ai fait des études de psychologie, très bien, intéressant, mais en définitive, d'un point de vue professionnel, je n'imaginais pas forcément être psychologue. Et donc c'est l'initiation à la recherche qui d'un seul coup, ça a fait tilt. Je me suis dit tiens, bah oui, ça je trouve ça amusant, passionnant, d'essayer de trouver les moyens de mesurer des phénomènes qui sont pas forcément évidents à mesurer. Et je me souviens qu'avec un collègue, donc on avait fait un travail sur le bilinguisme et la représentation subliminale des mots donc émotionnels dans les deux langues. Donc à partir de là, j'ai commencé à me dire tiens, j'aimerais bien comprendre comment ça se passe dans le cerveau, ces histoires-là. Avant de vous laisser la parole, la rencontre avec la musique, votre relation avec la musique. Tu veux tout savoir? Je veux tout savoir avant. Alors, la relation avec la musique, elle est liée à l'enfance aussi. Mon père m'a dit, de toute façon, jusqu'à ce que tu aies 18 ans, tu n'as pas le choix, tu fais de la musique. Après, tu feras ce que tu veux. Je ne vous dis pas que ça a été un long fleuve tranquille, la relation à la musique. J'ai fait une dizaine d'années de conservatoire. Alors, j'ai commencé par le piano, puis après, j'ai fait de l'orgue liturgique, de l'orgue d'église. C'est sans doute ce qui m'a donné l'envie de mieux comprendre comment était fabriqué un son. Parce que vous savez que quand vous êtes devant un orgue, vous tirez des petites tirettes là, et puis vous fabriquez votre son. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à la synthèse sonore et au synthétiseur après. Le conservatoire, ça a été horrible. Et à 18 ans, j'ai arrêté parce que, évidemment, le solfège, c'était impossible. Très bien. Eh bien, écoutez, Hervé Platel, je vais vous laisser maintenant la parole pour la présentation. Dans mon laboratoire de recherche, on fait des travaux sur la mémoire normale et pathologique. C'est une unité de recherche qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Elle a été créée en 2002. Dès le départ, puisque moi j'ai fait ma thèse au milieu des années 90, le fait d'utiliser la musique pour mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire s'est imposé comme une évidence. On partait en fait pas sur la question de la mémoire initialement. On partait sur une question qui était l'organisation cérébrale des liens entre musique et langage. Et ça, c'est une question ancienne de la neurologie. C'est une spécialisation de la psychologie aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, c'est mieux comprendre les conséquences sur le comportement des maladies du cerveau. Et puis, mieux les prendre en charge, mieux les diagnostiquer. Jusqu'au milieu des années 1980, voire même jusque dans les années 1990, la représentation qu'on avait de l'organisation cérébrale émergeait à partir des observations que l'on avait de l'incapacité de certains patients à réaliser des choses. Donc en fait, c'était à partir de la pathologie, à partir de la clinique, et on observait que y avait des patients qui, à la suite de lésions du cerveau, de maladies du cerveau, avaient des troubles du langage, mais pas des troubles de la musique, et puis d'autres avaient des troubles, en fin de compte, de certains aspects de la musique, mais pas des troubles du langage. Donc il y avait une possible dissociation entre les deux, et bien évidemment, il y avait quelques hypothèses qui étaient posées, notamment j'ai mis des illustrations qui sont un peu stéréotypées et très caricaturales sur les idées qu'on se faisait de l'organisation de notre cerveau en deux hémisphères, avec un hémisphère gauche
plutôt lié aux mathématiques, au langage, à la rationalité, etc. Puis l'hémisphère droit, plutôt associé aux émotions, à l'art, à la musique. Ça, vous connaissez par cœur, hein, vous avez tous vu ce genre de représentation. Je ne vais pas vous demander de les oublier, parce que vous ne pouvez pas les oublier. Mais les travaux de neurosciences cognitives d'aujourd'hui mettent tout ça complètement à l'eau. Hein. Donc, parce que sur simplement la musique, et c'est ce que je vais vous montrer, il n'y a pas juste l'hémisphère droit donc qui participe. Ce sont évidemment des régions du cerveau à la fois à droite et à gauche. Donc ces effets de spécialisation, on les avait mis en avant, notamment dans des études expérimentales utilisant des paradigmes comme ce qu'on appelle l'écoute dichotique, c'est-à-dire on vous fait entendre avec un casque des choses différentes à l'oreille gauche que l'oreille droite, puis on voit si vous avez des performances supérieures en fonction de ce que vous entendez à gauche à droite de manière simultanée, ce que vous êtes capable de répéter. Et on avait trouvé des effets statistiques de dominance hémisphérique pour le langage, etc., pour la musique. Et en fait, on s'aperçoit que même pour le langage, bien évidemment, votre hémisphère gauche, il est effectivement dominant. Mais quand on regarde, si on vous demande une tâche de lecture, si on vous fait écouter en fin de compte un texte, si on regarde l'activité du cerveau chez les sujets, qu'ils soient droitiers ou gauchers, j'insiste là-dessus, et bien en définitive, vous avez une organisation du langage qui est à peu près similaire pour tout le monde. Hein, il y a des fluctuations, mais il y a une dominance, c'est vrai, gauche du cerveau, qu'on soit droitier ou gaucher. 80% des gauchers, en fait, organisent leur cerveau, leur fonction cognitive, à peu près de la même manière que les droitiers. On voit bien que ces phénomènes donc, de latéralisation, ils ont été certainement surestimés, suramplifiés sur l'importance de leur fonction. Les choses ont changé parce qu'il y a eu de plus en plus de publications qui sont intéressées au lien entre cerveau et musique. Ici, sur ce petit graphique, en fait, c'est tout simple. C'est le nombre d'articles publiés dans des journaux de neurologie, des journaux, en fin de compte, de médecine, qui croisent simplement les mots-clés cerveau et musique. Et vous voyez que jusque dans les années 90, en fait, par an, il y avait 10, 20, 30 publications hein, sur ce thème-là. Et puis, d'un seul coup, ça décolle. Ça décolle. Dans les années 90, au milieu des années 90, c'est vraiment au décours des années 2000. Qu'est-ce qui se passe ? Ce sont vraiment les travaux d'imagerie cérébrale qui arrivent et qui permettent de faire écouter de la musique ou de faire des tâches de langage à des personnes qui n'ont pas de maladie du cerveau, donc dans des scanners donc dédiés à cela. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on écoute de la musique ? Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. On sait que déjà la musique, il faut replacer les choses. La musique, c'est l'art le plus consommé au monde. On n'a pas trouvé de civilisation, de cultures humaines où il n'y ait pas de pratique musicale. Alors ça, c'est assez intriguant parce qu'on dit, on a un phénomène là qui est vraiment a priori universel. Alors universel, mais il faudra peut-être mettre des bémols parce qu'on voit que dans la population tout venant, il y a des personnes sans maladie du cerveau aucune qui ne développent pas de capacité à entendre correctement la musique et à la mémoriser. On parle de personnes amusiques, mais pas pour des raisons effectivement liées à une maladie, mais pour des raisons plus développementales, un petit peu comme les dyslexiques qui ont des difficultés en fin de compte à pouvoir développer une conscience phonologique et à lire. Quand on écoute de la musique, ça active à la fois les régions auditives. Alors, vos régions auditives dans le cerveau, ce sont des régions temporales. Si on perçait un trou au-dessus de vos oreilles, on ne serait pas très très loin. Donc, mais en fait, le créateur a décidé de faire quelque chose de beaucoup plus compliqué entre vos oreilles et puis votre cerveau. C'est câblé avec une complexité. Ça passe par le tronc cérébral. Il y a différents relais. Ça passe à gauche, à droite. Enfin bon, bref, c'est un vrai bazar. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand vous écoutez des sons, de la musique, vos régions auditives vont réagir. Et elles vont réagir bien au-delà de ce qu'on pourrait attendre des simples régions auditives qui sont assez délimitées au niveau du cerveau. En fait, on va très vite voir qu'il y a plein d'activités cérébrales qui débordent dès que vous entendez, en fin de compte, bien sûr, des sons du langage, des sons de l'environnement et, a fortiori, de la musique. D'autant plus quand cette musique porte effectivement des structures complexes et est structurée de manière effectivement répétitive. Votre cerveau s'active d'autant plus que la qualité de ce que vous entendez est élevée. C'est pas dans notre labo, mais il y a en fin de compte des chercheurs qui sont amusés à faire écouter à des participants
les mêmes extraits musicaux, mais soit c'était en fin de compte enregistré avec de la compression destructive, hein, les fameux fichiers MP3, soit en fin de compte c'était les mêmes extraits, mais sans compression et donc avec une bande passante bien supérieure. On leur demandait à ces participants de dire s'ils entendaient une différence subjectivement, s'ils avaient l'impression qu'il y en avait un qui était de meilleure qualité que l'autre. Quand les participants disent non, j'ai l'impression que ça sonne pareil, etc., c'est là que c'est intéressant, parce qu'on voit qu'en fait, dans leur cerveau, l'activité est plus ample lorsque les fichiers ne sont pas compressés, et notamment qu'il y a des fréquences qui sont présentes, même si, en fin de compte, vous n'avez pas l'impression de les entendre. Et ça ramène à musique écoutée de quelle manière, musique live, pas musique enregistrée. Plus, en fin de compte, ce que vous entendez de qualité est riche, plus c'est plaisant, et plus ça stimule le cerveau. Et vous allez me dire, oh oui, c'est intéressant, mais en fait, c'est pas une découverte du tout cette histoire-là. Si je vous parlais en fait de l'alimentation, le message serait le même. La première chose qui est importante dans l'expérience musicale, c'est cette expérience sensorielle. Alors bien sûr, elle passe par le corps, mais au niveau de la stimulation liée au cerveau, ça compte aussi que ça soit qualitatif. J'insiste là-dessus parce que en fait, après, il y a aussi la manière dont on va servir la musique dans le contexte du soin. Ici, il y a un résultat que l'on a obtenu en comparant ce qui se passe dans le cerveau de nos participants lorsqu'on leur demande d'aller chercher dans leur mémoire de manière assez simple si en fait ils connaissent une mélodie, s'ils connaissent la suite, si c'est la bonne suite, pas la bonne suite, ou s'ils connaissent des proverbes, et s'ils connaissent la suite des proverbes, pas la bonne suite, etc. Et ce résultat, il est simple en fin de compte à visualiser, à comprendre. Vous voyez que en bleu, on a les régions cérébrales qui sont de manière très principalement active, ça ne veut pas dire que ça se joue que là, mais principalement active pour traiter les informations liées au langage. Et puis, vous avez en rouge les régions du cerveau qui vont être impliquées dans le traitement, dans le décodage de la musique et l'accès à la mémoire musicale. Et vous voyez tout de suite que on a en fait une activité du cerveau qui est beaucoup plus large et beaucoup plus diffuse pour la musique que pour le langage. Ce qui est assez en fait cohérent parce que le langage est une activité hyper spécialisée, hyper spécifique. Et en fait, ce que je vous montre là ne se module pas beaucoup, ne change pas beaucoup en fonction de votre expertise en musique. En fait, vous avez plus d'activité cérébrale, elle est plus diffuse et plus large quand vous écoutez de la musique par rapport, en fin de compte, à du langage. Parce que les modes de fonctionnement du langage sont liés effectivement à des mécanismes hyper, en fin de compte, pointus et spécialisés. Pour moi, ça m'amène à deux messages. Premier message, ça peut nous faire comprendre pourquoi musique et langage peuvent être autonomes et que certaines maladies peuvent amener à la destruction effectivement de régions qui sont critiques pour le langage, qui peuvent être critiques pour la musique, mais on voit bien qu'en fait les régions critiques pour la musique, elles sont plus nombreuses. Donc c'est aussi ce qui nous explique pourquoi, c'est observé, dans beaucoup en fin de compte de pathologies, on a une très très bonne préservation en fin de compte de la cognition musicale et de la mémoire musicale. Et c'est particulièrement vrai chez les patients, par exemple, Alzheimer, qui, malgré en fin de compte la destruction de leur mémoire, conservent des souvenirs musicaux plutôt assez intègres. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, grâce à la musique, on arrive aussi à stimuler leur mémoire et voire à leur faire apprendre des choses nouvelles en musique. Alors, pas des informations linguistiques, mais en tout cas, ils mémorisent de nouvelles mélodies, alors même qu'ils ont pu forcément le souvenir du contexte dans lequel ils ont mémorisé ces mélodies. Et puis, il y a un autre message qui est intéressant, je n'ai pas parlé du fait qu'il y a de la couleur jaune. Alors, la couleur jaune, c'est parce que, évidemment, il y a des réseaux cérébraux communs entre langage et musique. Le langage et musique partagent des ressources communes, des modes de fonctionnement communs. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que langage et musique, de toute façon, dans notre cerveau, fonctionnent en proximité l'un de l'autre. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés au fait d'essayer de décrire la musique comme un langage. Alors c'est une forme de langage, mais ça ne fonctionne pas comme le langage. Une note, ce n'est pas un mot. Le do n'a pas la même signification que le mot cheval. La musique, c'est une forme de langage, mais ça ne fonctionne pas comme le langage symbolique. On aurait pu comparer avec les mathématiques, pour prendre en fin de compte un autre type de langage symbolique. C'est intéressant que ça soit en proximité parce qu'on voit bien qu'on va pouvoir utiliser la musique qui se préserve mieux dans le cerveau.
On va dire que les voies, en fin de compte, d'entrée de la musique dans le cerveau sont plus nombreuses que les voies d'entrée pour le langage. Et donc, on va pouvoir se servir de ces multiples voies d'entrée pour utiliser la musique lorsque le langage est défaillant. Alors, il y a plein d'exemples de ça. Les orthophonistes connaissent ça depuis très très longtemps parce que depuis les années 1970, de manière assez intuitive, il y a une méthode qui s'appelle donc la mélodie-thérapie rythmée, qui est utilisée par les orthophonistes pour permettre à des patients qui ont donc des lésions du cerveau, des maladies du cerveau qui provoquent ce qu'on va appeler une aphasie, des troubles du langage, qui les empêchent en fin de compte de produire les mots, de produire d'un point de vue moteur effectivement les mots et les phrases. Eh bien, on leur demande non pas de les produire de manière parlée, mais en fait de manière chantée ou avec un rythme. Et là, en fin de compte, ça fonctionne. On arrive à désinhiber en fin de compte la production motrice des mots grâce effectivement au fait qu'on va mettre un rythme ou une mélodie dessus. Pour dire les choses autrement, en fait, grâce à la musique, on va utiliser des chemins de traverse donc, du cerveau en proximité des zones du langage pour aider à la réhabilitation du langage. Et ça, cet aspect-là, ça va être aussi utilisé avec les enfants dyslexiques, puisque la musique est largement utilisée aujourd'hui comme exercice pour aider les enfants dyslexiques à pouvoir retrouver une conscience phonologique, à apprendre à mieux, en fin de compte, distinguer les syllabes, les phonèmes, en fin de compte, du flux sonore. Alors, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais il faut que je parle de neuroplasticité, évidemment. Alors, la neuroplasticité, quand on pratique la musique, et c'est ça qui a intéressé beaucoup les neuroscientifiques, c'est que les musiciens sont devenus une population d'études, d'experts, extrêmement intéressante pour comprendre comment le cerveau se modifie avec l'expertise, l'apprentissage. Il y avait d'autres populations d'experts qui étaient beaucoup étudiées, notamment les joueurs d'échecs. Très intéressant, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres activités qui peuvent changer la manière dont le cerveau fonctionne, voire en fin de compte le restructurer sur certaines parties? Alors c'est pour ça qu'on va distinguer deux types de plasticité fonctionnelle, c'est-à-dire l'expertise, l'entraînement change la manière dont votre cerveau a l'habitude de fonctionner, c'est des aspects plutôt stratégiques. Et puis la plasticité structurale qui a été découverte plus tardivement, c'est la manière dont en fait la structure de votre cerveau, vos neurones, ce qu'on va appeler la substance grise, et puis ce qui connecte vos neurones les uns aux autres, donc les fibres donc de connexion, les axones, ce qu'on va appeler la substance blanche. Donc tout ça avec d'autres aussi d'autres types de cellules, comment en fin de compte cette architecture cérébrale est modifiée par la pratique d'une activité et l'entraînement. On va prendre des petits exemples. On peut montrer effectivement que plus on est expert, plus notre cerveau s'active quand on nous propose certains types d'exercices. Là, c'est tout bête. Les participants de l'expérience, ils regardaient une vidéo muette, soit d'une pianiste qui enfonçait des touches de piano, mais on n'entendait aucun son, voilà, c'était tout, soit en fin de compte la pianiste, c'était la tâche en fin de compte de référence, elle passait ses mains au-dessus du piano, du clavier, mais sans enfoncer aucune touche. C'était pour enlever en fin de compte tout ce qui est visualisation, aspect déplacement donc moteur, etc. Et qu'est-ce qu'on voit? Quand on n'a jamais fait d'études de musique, quand on regarde ces vidéos, on a un peu d'activité dans les régions associatives visuelles. Quand on a fait un peu plus de musique, on a aussi de l'activité dans les régions qui représentent les doigts des mains, sur la position des doigts, etc. Et puis quand on est musicien chevronné, eh bien, il y a une chose qui se passe, eh bien, c'est qu'on entend la musique. Autrement dit, il n'y a pas de son. Et, les musiciens voient des touches de piano qui s'enfoncent. Et en fait, ils entendent les sons des notes de piano. Et en fait, ça se voit parce qu'ils ne pourraient pas nous mentir en disant non, j'ai rien entendu, j'ai pas imaginé la mélodie. Petit menteur, il y a tes régions auditives qui s'activent là. Donc en fait, tu les as bien entendues, les mélodies. Alors après, le fait d'être un musicien chevronné fait qu'on peut faire aussi des choses. Alors ça, c'est l'inverse. On peut faire des choses, mais en consommant moins d'énergie dans notre cerveau. C'est toujours la plasticité fonctionnelle. Autrement dit, vous avez la différence entre l'exécution des 16 premières mesures d'un concert de violon de Mozart, soit par, en fin de compte, des amateurs au violon, ils ont quelques années derrière eux, soit par des professionnels. Et vous voyez tout de suite que chez les professionnels, on a une activité beaucoup plus circonscrite.
Ben, ça correspond à ce que je vous ai dit pour le langage tout à l'heure. En fait, une activité hyper spécifique, surentraînée. Et en fait, c'est tout à fait ce qu'on observe dans les exemples de bilinguisme. Autrement dit, plus vous maîtrisez une deuxième langue, plus l'activité cérébrale va se fusionner et se restreindre aussi à l'activité cérébrale de votre langue maternelle, de votre langue initiale. Alors un point qui est intéressant, c'est que quand on imagine, alors là, en fait, ils ont demandé aussi aux participants non seulement d'exécuter, mais d'imaginer exécuter les 16 premières mesures de ces concertos de violon. Alors, ce n'est pas très, très spectaculaire sur ce résultat-là, parce qu'on ne voit pas beaucoup de différence, mais je vais vous montrer deux petites vidéos. Une vidéo d'une pianiste. Alors ça, c'est avec des nouvelles techniques de neuroimagerie portable. On enregistre le métabolisme cérébral, l'afflux de sang dans les régions du cerveau. Et vous voyez qu'en haut à droite sur la plaquette, les régions qui coordonnent les doigts des mains de la pianiste se mettent à avoir un afflux de sang de plus en plus important. Donc il y a une activité cérébrale de plus en plus importante pour la coordination motrice des doigts. La pianiste, on lui demande simplement de poser ses mains sur ses cuisses et d'imaginer jouer son morceau. Elle a les yeux fermés, elle imagine jouer son morceau. Et vous voyez exactement l'afflux de sang dans les régions liées à la coordination motrice. En fait, faire ou imaginer faire, pour notre cerveau, c'est de la simulation, c'est la même chose. C'est un exemple intéressant parce que ça montre bien effectivement comment l'entraînement, le fait de s'entraîner activement, même de s'entraîner par imagination, c'est en fait déjà de la simulation pour notre cerveau. Notre cerveau, c'est un organe à simuler le monde qui nous entoure, à le recevoir, à le décoder, mais aussi à l'imaginer et à le simuler. Et donc, quand vous imaginez une petite mélodie dans votre tête, vous avez une activation des régions auditives. Si vous avez des circuits cérébraux qui ne sont pas connectés comme il faudrait qu'ils se connectent, vous pouvez entendre des voix et avoir l'impression que ce n'est pas votre voix. Ça, c'est la schizophrénie, ça peut être ça. Vous pouvez entendre en fin de compte des musiques et avoir l'impression que ce n'est pas dans votre tête, mais que ça vient de l'extérieur. Ça peut être une forme d'hallucination auditive. On peut observer ça. En fait, on peut avoir des défauts d'attribution. En fait, le cerveau peut simuler des choses, mais si vous n'êtes pas en capacité de faire la différence entre ce que votre cerveau simule et ce que votre cerveau décode de quelque chose d'extérieur, évidemment, il peut y avoir des soucis. Alors ça nous intéresse parce qu'on travaille sur la mémoire. Et donc, d'une certaine manière, je pourrais vous inventer une petite histoire. Donc, par exemple, vous demandez d'imaginer qu'Ibrahim Malouf Louis Armstrong vient sur la scène et vous joue l'air de Petit Papa Noël à la trompette. Vous pouvez imaginer ça. Vous pouvez imaginer ce que ça donnerait de jouer Petit Papa Noël à la trompette, même dans le style des trompettistes que je vous ai cités. Si je vous demande de vous amuser à faire ça plusieurs fois, dans 40 ans, quel est le statut de cette histoire-là? C'est un souvenir ou un faux souvenir? Et là, c'est là que ça devient sioux, parce qu'en fin de compte, je vous ai demandé de faire une simulation, mais il n'y a jamais vraiment, il n'y a pas eu, en fin de compte, de réalité de ça. Donc c'est là que c'est intéressant de voir comment, effectivement, la mémoire aussi peut se construire sur des choses qu'on imagine, et pas forcément sur la réalité. Il faut, en fin de compte, combien de temps pour que le cerveau se modifie quand on pratique la musique? Eh bien, en fait, c'est assez rapide. Il y a des travaux chez l'enfant. Ici, donc des enfants de 7 ans, à qui on demande pendant 1 an de faire des leçons de piano. Et donc, ils sont choisis. C'est pas eux qui ont choisi. Comme mon papa, il n'a pas laissé le choix. Donc, ils font des leçons de piano où ils font un jardin musical, mais ce n'est pas des leçons de piano. Et qu'est-ce qu'en fin de compte les collègues ont observé? C'est qu'avant que les leçons de piano, le cerveau, l'organisation, en fin de compte l'architecture du cerveau de ces enfants dans les deux groupes est identique. Après, en fin de compte, les leçons de piano, eh bien, en définitive, il y a des modifications dans l'organisation du cerveau de ceux qui ont fait du piano. Autrement dit, ils ont une épaisseur corticale, une densité de neurones plus importante dans les régions auditives, plus importante dans les régions motrices. On n'est pas très surpris, parce que, évidemment, s'entraîner à écouter de la musique, à faire de la musique, c'est faire attention à des petites différences fines, donc ça stimule même beaucoup le cortex auditif. Et puis, c'est la coordination manuelle, évidemment, la région motrice.
OK. Et puis, ils ont trouvé quelque chose qui était plus inattendu, c'est qu'ils trouvaient aussi un épaississement de ce qu'on appelle le corps calleux. Dans la partie antérieure du corps calleux, en fait, il n'y a pas de neurones, hein, ce sont des fibres de substance blanche, c'est ce qui permet la communication entre les deux hémisphères. Et il y avait un épaississement, en fin de compte, de la densité des fibres, qui est expliqué par le fait que si vous apprenez à jouer du piano, il va falloir coordonner main gauche, main droite. Et ça nécessite qu'il y ait de la communication entre les deux hémisphères pour cette coordination bimanuelle. Et donc, du coup, c'est ce que je dis souvent pour expliquer ça. Bah, en fait, les fibres de communication, hein, c'est un peu comme le réseau routier. Bah, et là, il y avait des départementales, mais il y avait tellement d'informations à faire passer qu'il a fallu faire des autoroutes. Hein, donc il a fallu en fin de compte que les fibres soient de plus grosse taille et puis de manière à permettre, et plus nombreuses, de manière à permettre de faire passer plus d'informations. C'est un résultat qui a été retrouvé dans d'autres populations. Ici, c'est d'autres enfants. On compare des enfants qui font du sport par rapport à des enfants qui font de la musique et on retrouve ce même phénomène. Donc en fait, la musique modifie votre cerveau de différentes manières. Donc je voudrais terminer quand même, parce que si on parle de musique, un petit peu avec les émotions musicales. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les émotions musicales? Est-ce qu'on a appris quelque chose avec ces travaux des neurosciences cognitives? Alors, il y a des choses quand même qui sont assez intéressantes. C'est que pendant longtemps, on est parti sur le postulat, c'est que j'évoquais tout à l'heure, c'est que la musique, c'était un phénomène universel et qu'on ressentait tous la musique de la même manière. Universellement, il y a effectivement beaucoup de questions autour de ça. Au-delà, en fin de compte, des cultures musicales, en définitive, on s'aperçoit qu'on n'aime pas tous les mêmes musiques. Même si on est tous confrontés à la musique. On n'a pas les mêmes goûts. Donc en fait, comment ça se joue ça? C'est un petit peu curieux. Est-ce que c'est inné ou ça nécessite un apprentissage, le fait de prendre du plaisir à l'écoute de musique ou d'avoir des émotions musicales? Là aussi, ce n'était pas complètement clair. Pendant un bon moment, on a considéré que c'était relativement inné. Mais en définitive, il y a de plus en plus de travaux qui insistent sur le fait que si on n'est pas exposé à la musique, c'est difficile, en fin de compte, d'en éprouver du plaisir à l'écoute de cette musique. Je vais y revenir. Et puis, est-ce que c'est uniquement chez l'animal, cette histoire-là? Alors, ce n'est pas facile, le plaisir animal, de savoir si les animaux prennent plaisir à l'écoute de la musique. Lui, il prend peut-être plaisir, ce chien, juste en fin de compte, à la présence de son maître. Mais il y a de plus en plus de travaux chez l'animal qui montrent que effectivement l'écoute de la musique peut avoir un effet qui diminue le stress, qui amène effectivement même à des modulations du cerveau de la même manière que j'évoquais tout à l'heure chez les musiciens, et ça c'est quand même très surprenant. Il y a plein de travaux avec différents modèles animaux, notamment les modèles rongeurs, qui montrent que si on met dans leur environnement de la musique, c'est ce qu'on appelle de l'enrichissement de l'environnement. Si on met de la musique par rapport à des bruits aléatoires, à des bruits blancs, les bruits blancs, c'est des trucs comme ça, ou qu'on met de la musique à l'envers, etc. À chaque fois, quand c'est de la musique structurée, alors après, on pourra débattre pendant longtemps qu'est-ce qu'on va appeler musique, évidemment, mais là, on reste dans le stéréotype de la structure musicale, tonale, avec des structures répétitives, etc. Et bien là, vous obtenez une augmentation de la neurogénèse, c'est-à-dire il y a des parties de votre cerveau qui créent des nouveaux neurones, notamment dans les régions qu'on appelle les hippocampes du cerveau. Et bien là, chez les animaux, il y a augmentation de la neurogénèse. Il y a reconstruction du cerveau à la suite de lésions plus importantes avec une stimulation musicale. Il y a des choses quand même très surprenantes dans cette histoire-là. Et pourtant, les animaux, ils ne sont pas en capacité de nous dire, et pour eux, la musique, ce n'est pas un objet culturel, ils ne sont pas capables de nous dire, bah oui, ça j'aime bien, ça j'aime moins bien. Ils sont capables simplement d'avoir des comportements d'évitement ou d'appréciation par le fait, effectivement, qu'ils semblent moins stressés. Le plaisir musical, on voit qu'il est lié à un fonctionnement extrêmement complexe de certaines régions de nos cerveaux et qu'il n'est pas monolithique. C'est-à-dire qu'en fait, on peut prendre plaisir à l'écoute de la musique et avoir le fameux frisson musical, la chair de poule, le frisson musical, pour des raisons assez diverses. Première raison, c'est que vous avez le frisson, la chair de poule, à cause de l'expérience sensorielle du son. C'est-à-dire, le son, c'est un phénomène physique.
Vous allez écouter vous allez dans une rave party, un concert, les basses sont très fortes. Moi je dis c'est l'effet un peu montagne russe ou guili guili, hein, donc c'est-à-dire voilà, ça vous prend au corps, aux tripes, hein, c'est comme sauter à l'élastique, hop là ça fait des sensations. La musique ça peut faire des sensations aussi sur tout le corps, hein. Donc cet aspect viscéral il est super important. Il a été un peu ignoré pendant longtemps dans les travaux de neurosciences cognitives. Ça pas trop besoin de culture, c'est assez inné. La plupart, en fin de compte, des études sur le plaisir musical, sur le phénomène de la chair de poule, ont pris des participants qui amenaient leur musique, qui leur provoquait la chair de poule. Et quand on leur demande, mais pourquoi il vous provoque la chair de poule, ce morceau, ce qu'ils répondent, quasi systématiquement, ce morceau-là, je l'adore, je le connais bien, et à un moment donné, il se passe ça. Ah oui, quand la voix arrive, ou quand les violons arrivent, ou quand la guitare arrive, ah oui, j'adore ça, ça fait un son qui est très enveloppant, ça me plaît beaucoup, et j'attends ça. Et en fait, il y a tout un jeu en fait, avec la mémoire, un jeu d'attente, qui fait que si votre cerveau est en capacité de prédire ce qui va se produire, il est très content quand ça se produit, hein. Il est très joueur et il aime bien quand ça se produit. Et ça libère effectivement dans notre circuit de la récompense, ça produit une récompense et ça libère effectivement un certain nombre de substances, ocytocine, noradrénaline, dopamine, etc. Et ça nous donne un sentiment de bien-être. On peut avoir le frisson musical, et la plupart du temps, c'est un effet mnésique, parce qu'on connaît bien un morceau, qu'on a envie de le réécouter, on a envie de revivre l'expérience qu'on a eue. On peut prendre du plaisir avec des morceaux qu'on découvre pour la première fois, bien évidemment. Mais on va construire aussi des attentes. Et c'est intéressant de voir que des patients amnésiques qui ne récupèrent pas, eh bien, en fait, les musiques qu'ils adoraient, ça leur fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire quand il n'y a plus effectivement la mémoire, ils perdent aussi largement le plaisir, en fin de compte, de ce qu'ils écoutaient. Voire même, ils vont investir des esthétiques qu'ils n'investissaient pas avant. Il y a des familles souvent qui disent, même au niveau des goûts alimentaires, c'est encore le plus surprenant, il se met à manger des petits pois, il détestait ça avant. Comme s'il y avait une réinitialisation. En fait, je ne me souviens plus de ce que je n'aime pas. C'est vraiment quelque chose d'assez nouveau. Alors évidemment, en haut de la pyramide, il y a le summum de l'aspect culturel, c'est-à-dire le plaisir de l'expert. Autrement dit, ah oui, là, moi j'ai tous les enregistrements du solo de John Coltrane, donc dans ce morceau-là, 1958, 1900, bon, ok. Et là, on vient d'en découvrir un nouveau. Ah oui, et je l'écoute. Ah mais oui, ce qu'il fait là, c'est super parce que en fait, il ne fait pas la descente chromatique comme il l'avait fait. Et puis là, il fait un break. Vous voyez, on décortique tout, c'est super analytique, etc. Comme l'expert en art va vous dire, ah oui, là, la composition, c'est super bien fait, le jeu des couleurs, etc. Donc là, on peut avoir du plaisir esthétique dans des choses extrêmement sophistiquées. Quand vous allez à un concert de musique, vous avez peut-être envie d'avoir ces plaisirs tout à la fois. Et en fait, c'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas à ségréguer ou à distinguer. Souvent, en fin de compte, on peut avoir tout ça en même temps. Ça, c'est une autre vision qu'on a de la manière dont le plaisir musical fonctionne. C'est complexe, c'est beaucoup plus complexe qu'on l'imaginait. C'est à différents niveaux. Et en fait, on peut aussi ne pas avoir de plaisir à la musique pour des raisons diverses. Je conclus. Alors, en fait, pourquoi la musique, ça fonctionne bien, on va en reparler d'un point de vue thérapeutique, etc. Parce que on a des effets cumulatifs. Effectivement, il y a un impact sensoriel qui est évident. Il y a déjà une expérience viscérale qu'il ne faut pas négliger. Et puis, il y a des effets de synchronisation, je n'ai pas eu le temps de trop en parler, mais on voit de plus en plus que l'effet, en fin de compte, que la musique provoque sur notre corps, sur notre santé, est largement lié à quelque chose qu'on trouve aussi chez l'animal, c'est le fait que les structures musicales vont provoquer des effets de synchronisation cardiovasculaires. Autrement dit, c'est montré notamment chez des rats ou des souris, vous leur faites écouter de la musique de relaxation, elle est de plus en plus lente, elle va diminuer en intensité, etc. Vous faites écouter ça des rats et des souris. C'est pareil, ils ont une tension artérielle qui, en fin de compte, suit donc la courbe, en fin de compte, de pulsation de la musique. Donc ça les déstresse aussi, hein. Donc il y a ces phénomènes de synchronisation cardiovasculaire et de plus en plus on s'intéresse aussi à la manière dont les rythmes cérébraux on va dire, se synchronisent avec la musique et comment on se synchronise les uns les autres lorsqu'on écoute la même musique. Ce qui est un point important parce que en fait, on voit bien que chez les enfants et les bénéfices de la musique chez les enfants, c'est pas que le fait d'écouter précisément un flux sonore ou de le distinguer, etc., ou de travailler son instrument, c'est aussi potentiellement le fait
de faire de la musique ensemble et de vivre une expérience de synchronisation ensemble. Et il y a pas mal d'études aujourd'hui qui montrent que ces pratiques de la musique chez les enfants développent leur capacité d'empathie, c'est-à-dire leur capacité à pouvoir se mettre à la place des autres, imaginer ce que ressent l'autre. Et donc, dans la régulation émotionnelle, on va avoir tous ces niveaux qui vont se jouer avec aussi des mécanismes qui sont de mieux en mieux identifiés, hein, des mécanismes neurophysiologiques, chimiques, hein, qui permettent d'expliquer pourquoi la musique nous fait plaisir et pourquoi on va dire que c'est une sorte de médicament en vente libre sans trop d'effets secondaires. Après, il y a des gens qui peuvent être accros, hein, donc la musique, il peut y avoir des formes de dépendance, mais enfin globalement, ça va. Ouais. Les drogués à la musique, c'est pas les plus malheureux. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de parler aussi de peut-être des principaux travaux réalisés aujourd'hui dans le laboratoire à l'université de Caen. De ce que j'ai lu, c'est que le résultat de vos travaux aujourd'hui avec la musique permettent d'envisager donc cette utilisation de cette dernière, d'une part en tant que matériel original d'investigation, donc de diagnostic pour des personnes cérébro-lésées, donc des personnes atteintes de maladies dégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Mais aussi, j'ai lu, et ça c'est ça qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est de donner des perspectives cliniques nouvelles pour la prise en charge justement de patients déments ou à lésions focales. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Il y a de plus en plus de travaux publiés sur justement comment la musique peut contribuer en tant qu'intervention non médicamenteuse pour, je dirais, la réhabilitation des personnes qui ont des AVC. En neurologie, en fait, il y a plein d'exemples. J'ai cité les patients Alzheimer. C'est vrai que la musique, à tous les niveaux, en fin de compte, je dirais, à tous les stades de la maladie, c'est extrêmement précieux pour plein de raisons. On pourra y revenir. Mais j'aurais pu prendre l'exemple des patients parkinsoniens. J'ai parlé tout à l'heure des orthophonistes qui arrivaient à désinhiber la parole grâce donc à la mélodithérapie rythmée. Et en fait, chez les patients parkinsoniens qui ont du mal en fait à coordonner leur marche, leur mouvement et qui se bloquent, hein, qui n'arrivent plus à initier en fin de compte la marche, on leur fait écouter une musique effectivement un peu pulsée, comme les musiques de marche. Hein. Et là, en fait, on voit bien qu'il y a un effet d'entraînement cérébral parce que nos régions auditives et nos régions motrices, elles ont une connectivité très privilégiée. Il y a un effet d'entraînement, je parlais aussi de l'entraînement cardiovasculaire, qu'on explique par cette connectivité assez privilégiée entre les régions auditives et les régions motrices. Donc il y a plein d'exemples de prise en charge qui peuvent être envisagés. Là, j'en ai cité que 2-3, mais pour les patients Alzheimer, c'est extrêmement précieux. Est-ce qu'il y a à l'heure actuelle des moyens scientifiques élaborés pour aborder la question de l'incidence du vécu sonore pendant la vie intra-utérine? Oui, alors il y a des travaux, ça s'est énormément développé. Alors il y a même des chercheurs espagnols qui ont été mettre des micros, des haut-parleurs dans le vagin des femmes enceintes. J'étais pas hyper fan de l'idée, mais enfin, on voit qu'effectivement les fœtus sont sensibles effectivement aux stimulations sonores. Ils ne perçoivent pas avant 6 mois, enfin un fœtus avant 6 mois, de toute façon. Il faut voir que la connexion entre la cochlée, les oreilles et le cerveau n'est pas encore réalisée. Et que ce n'est pas comme une perception aérienne, puisque au niveau de la chaîne des osselets qui permet l'amplification jusqu'au tympan, au niveau des oreilles, en fait, il y a du mucus chez le fœtus qui, en fin de compte, bloque la chaîne des osselets. Donc, en fait, ce qu'il perçoit, c'est via la conduction osseuse, petit à petit, qui se réalise donc, dans sa construction. Il y a des travaux qui ont montré qu'effectivement, le fœtus réagit, et notamment, il y a des potentiels d'action, c'est-à-dire il y a des décharges neuronales en lien avec des sons extérieurs, mais surtout à partir de 6 mois. Il y a un effet mémoire, hein, la voix de la maman, donc les mélodies qui ont été chantées ont un intérêt supérieur à des mélodies nouvelles. Vous avez parlé donc des bienfaits de la musique pour le cerveau. Est-ce qu'il y a des musiques qui sont néfastes pour le cerveau? Les mêmes. Donc oui, alors j'exagère à peine en disant ça, parce que en fait, les musiques que vous aimez bien, on peut tout à fait vous les diffuser de telle sorte à ce qu'elles deviennent en fin de compte un objet de torture. C'est ce qui a été fait à la prison de Guantanamo par les Américains. C'est-à-dire ils vous attachent les mains derrière le dos, vous ne pouvez pas vous boucher les oreilles,
Et puis, vous avez des haut-parleurs, et ça diffuse assez fort aussi, ça contribue au fait que c'est désagréable, de la musique que vous n'aimez pas forcément, mais des fois, c'était des musiques que les prisonniers pouvaient apprécier. Hein, mais même si on vous diffuse, imaginons une musique qui, on dit, par exemple, Mozart, c'est forcément bénéfique. Allez, on vous balance la petite musique de nuit de Mozart, allez, à 100 décibels, et puis ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas. Vous devenez fou. C'est de la torture. Donc la musique, elle n'est pas morale en soi. Ça dépend comment vous l'utilisez. Oui, n'importe quelle musique peut devenir agressive, peut devenir un objet de torture. La perception, parfois, par exemple, entre, je sais pas, je vais comparer de la musique classique avec des musiques dites extrêmes, comme le métal, par exemple, qui sont diffusées à des décibels similaires. Souvent, la plupart des personnes vont dire que les musiques extrêmes sont plus fortes ou paraissent plus fortes. Ça, c'est un facteur culturel. Ça n'a pas forcément de lien avec la compréhension du cerveau. Il y a l'habitude d'écoute. Après, c'est plutôt les caractéristiques timbrales, les sonorités. C'est sûr que on est habitué maintenant au son de la guitare électrique, mais ça peut être plus ou moins agressif, etc. Bon, puis quand vous avez un chanteur qui chante pas, mais qui hurle plutôt, qui crie, c'est un style. Donc évidemment, après, on peut esthétiquement y trouver de l'agrément. Et ça marche. Moi, j'adore les études de collègues de psychologie sociale qu'il faut remplir des questionnaires à des gens qui sortent de concerts. Donc, soit ils sortent du festival Hellfest, soit ils sortent d'un concert classique. Et on leur dit pourquoi vous êtes allé au concert, qu'est-ce que vous êtes venu y chercher, comment vous vous sentez maintenant que vous avez participé, écouté le concert. Et en fait, les réponses, c'est quasiment les mêmes. C'est-à-dire, dans les deux cas, ils disent ça m'a revigoré, ça m'a redonné de l'optimiste, là, je suis reparti pour un tour. C'est tout à fait en lien, en fait, ma question. Je voulais savoir ce que vous pourriez nous dire, parfois, malgré ou au contraire, grâce à tout un tas de goûts très éclectiques et tout un tas de musique, parfois, on se sent plus disposé à écouter telle ou telle musique qui, à d'autres moments, va nous agresser, ou à d'autres moments, on en a envie, elle nous réconforte, etc. Enfin voilà, vous parliez d'état d'esprit. Qu'est-ce que vous nous en diriez ? Tout à fait. Et c'est intéressant aussi, moi je relirai votre question, à quelque chose qui a étonné les neuroscientifiques, qui ne m'a pas franchement étonné, parce que les neuroscientifiques, des fois, sont des gens simples. Donc, mais quand on est musicien, c'est pas quelque chose qui est super étonnant, ou mélomane. En s'intéressant aux émotions musicales. Et en fait, on avait un petit peu cette idée, là aussi, c'est un stéréotype, en disant, en fait, la musique module notre humeur, et en fait, pour se rendre joyeux, on écoute de la musique joyeuse, pour se rendre triste, on écoute de la musique triste. Basique. Sauf que il y a des travaux qui montrent qu'il y a plein de gens qui éprouvent beaucoup de plaisir à écouter de la musique triste, de la musique mélancolique, qui vont chercher effectivement la petite larme à l'œil à l'écoute de la musique, et ils en disent quelque chose de très positif. Ah, qu'est-ce que ça m'a fait ? Ça m'a fait un bien fou. Moi, je me sentais un peu blueseux. Et alors, tu te sens un peu blueseux, il faut écouter de la musique. Non. Ce qu'ils ont envie d'écouter, c'est par exemple l'Adagio de Barber. L'Adagio de Barber, c'est violon hyper tristoun, la musique de Platoon. Donc utilisé aussi dans Elephant Man et dans plein de films. Donc ces violons qui montent, des super tristes. Il y a plein de gens que ça fait pleurer, mais ils adorent ça. Comme quoi, c'est une démarche culturelle, bien évidemment. Ça a trait à ce que j'évoquais tout à l'heure, ce à quoi on a été exposé, l'effet mémoire. Tout ça joue énormément. Je voulais savoir s'il y avait eu des recherches sur l'amélioration de la communication et de l'empathie chez les personnes qui ont des troubles autistiques. Chez les personnes autistes ? Oui. Oui, alors intuitivement, il y avait pas mal de travaux qui disaient tiens, la musique, par ses aspects d'entraînement, de synchronisation, ça devrait être intéressant et pertinent à utiliser dans le contexte de l'autisme. L'autisme, difficulté en fin de compte de prise en compte des signaux sociaux, d'interagir avec les autres, alors, il n'y a pas que des enfants, mais ces enfants, effectivement, qui vont rester dans leur bulle, qui vont avoir beaucoup de mal, en fin de compte, à communiquer. La musique a été utilisée chez les autistes. Et pendant longtemps, le problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux
qui avait autre chose que des mesures très qualitatives sur l'effet, en fin de compte, d'ateliers musique ou d'intervention musicale chez les enfants autistes. Et c'était difficile de savoir dans quelle mesure il y avait un réel impact aussi sur leur capacité de cognition sociale, de communication. Ce sont des mesures qui ne sont pas simples à faire. Il y a un papier qui est sorti donc en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Cet article, c'est le premier qui a proposé alors non seulement de faire des mesures sur des échelles normalisées de la communication, des capacités de cognition sociale chez les enfants à qui on propose des ateliers musique par rapport à d'autres enfants qu'on a même pris en charge, mais la seule chose qui change, c'est qu'il n'y a pas l'atelier musique. Et chez les enfants qui ont l'atelier musique, non seulement on voit qu'il y a une progression donc, des index liés à la communication et à la cognition sociale, mais en plus ils ont eu la possibilité de faire de la neuroimagerie chez ces enfants avant-après. Et en fait, ce qui bouge chez les enfants qui ont bénéficié de l'atelier musique, c'est qu'il y a des corrélations qui ont pu être faites et qui montrent qu'il y a en fait la connectivité du cerveau, la connectivité cérébrale, substance blanche, substance grise que j'évoquais tout à l'heure, a été modulée par l'atelier musique et corrélée avec, en fin de compte, l'augmentation des performances sur les échelles dont je parlais tout de suite. Autrement dit, non seulement on a les données comportementales, mais on peut croiser ces données comportementales avec aussi des modifications qui se sont passées dans le cerveau et qui permettent de dire que là, on a un impact effectivement de modulation de la connectivité du cerveau qui permettrait certainement aux régions qui n'étaient pas bien connectées ou surconnectées, parce qu'il peut y avoir des phénomènes de surconnexion, qui ne permettaient pas, en fin de compte, à l'enfant de bénéficier du substrat en termes de mécanismes mentaux pour être capable d'aller extraire des bonnes informations à l'extérieur. Et bien ça, on arrive quand même à bouger, en fin de compte, ces mécanismes-là à l'intérieur même du cerveau grâce, effectivement, à la musique, qui amène à ces effets de synchronisation et à tenir compte de l'émotion des autres. Donc c'est quand même pas rien. C'est pas rien, il y a aussi beaucoup de travaux et d'ailleurs il y a eu un petit reportage, je ne sais pas si vous étiez devant votre télé à ce moment-là, mais je l'ai su moi après coup, aux 20h de Laurent Delahousse, il n'y a pas très très longtemps, le dimanche, ils ont fait un petit reportage sur les bébés prématurés et la musique. Et là aussi, il y a une étude, alors c'est une étude suisse, je crois, qui a montré que en fait, chez les bébés prématurés à qui on fait écouter, enfin on propose en fin de compte des activités de musique, il y a une maturation du cerveau qui se fait plus rapidement et on a un cerveau en fin de compte qui recolle en termes de développement et de maturité au développement des enfants nés à terme. Sans transition, on va demander d'accueillir Eve Christophe, qu'on peut applaudir aussi s'il vous plaît. Je le rappelle, vous êtes responsable artistique et pédagogique à l'Opéra de Limoges. Je vais vous poser pareil, la même question triptyque. Donc, qui êtes-vous? Ça, je l'ai un peu dit finalement, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à dire aussi. D'où venez-vous et quel a été votre parcours scolaire? Voilà, j'ai passé une première toute partie de mon enfance à Bordeaux. Voilà. Et puis, bon, ça va avec. J'ai une enfant, moi, assez remuante, qui avait besoin d'être nourrie. Et donc, j'ai décidé à 6 ans de dire à mes parents, je m'en vais de chez vous et je vais devenir clown. Et on m'a dit, bah pareil, voilà, bah non, mais un clown, ça sait tout faire, tu sais. Alors, avant de partir, on va faire une chose, on va t'inscrire au conservatoire. Parce qu'un clown, ça sait faire de la musique, ça sait bouger, ça sait danser, faire du théâtre. Et donc, je me suis retrouvée au conservatoire en même temps que débuter mon primaire. D'abord en tant qu'instrumentiste, parce que je suis bassoniste et altiste, puis évidemment en solfège, puis ensuite aussi en danse et en théâtre, donc avec un cursus relativement agréable, complet. Et puis parallèlement, donc très classique, un bac à l'époque A3 musique, voilà. Ensuite, A3, c'était alors parce que même moi je suis c'était plus à jour, littéraire musique. J'ai continué mes études en musicaux par correspondance, voilà. Puis ensuite une école internationale d'art lyrique à Marseille, voilà. Et puis une carrière d'artiste lyrique. Très rapidement, je me suis intéressée à la transmission. Et justement, l'éducation
éducation musicale que j'avais eue au conservatoire extrêmement académique, pour la petite fille un petit peu remuante que j'étais, n'a pas toujours été de tout repos. C'est-à-dire que je me suis nourrie de ce qu'on me donnait, mais en même temps, je n'étais pas nourrie sur la totalité. Voilà, je me posais d'énormes questions sur justement la transmission du chant. On donnait une pédagogie, mais avec une technique, on va dire, pour plein de personnes en même temps. C'est-à-dire qu'on doit rentrer dans un moule et ça ne me correspondait pas particulièrement. Donc quand j'ai commencé ma carrière de soliste, en fait, je me suis tout de suite intéressée aussi à la transmission du chant auprès des tout-petits et également aux personnes qui n'avaient pas forcément accès justement à la musique, donc avec des populations très diverses. Et comment donc ça s'incarne ici à l'Opéra, responsable artistique et pédagogique pour le profane que je suis et certains d'entre nous ici, en quoi ça consiste le quotidien, à quoi il ressemble? Donc je faisais des projets à Bordeaux à l'époque et j'étais marrainée par l'Opéra de Bordeaux, donc j'intervenais dans des écoles et on m'a proposé donc de venir ici pour développer ça donc à l'Opéra de Limoges. Nous avons commencé par un projet qui s'appelait Deux cendrées d'or, où le but était aussi pour l'institution, donc l'opéra ici. Nous ne détenons pas le savoir total de la musique, mais les personnes extérieures, donc de la population, de la cité ici, peuvent nous apporter aussi quelque chose au sein d'une institution. C'est déjà le premier démarrage. Donc on a eu Deux cendrées d'or pendant 2 ans. Nous allions dans des écoles avec Sergio Simone, le chorégraphe ici, qui est aussi metteur en scène. Et nous avons travaillé une première année sur une page blanche totale avec des enfants, que ce soit au niveau corporel ou au niveau vocal, et puis avec une écriture donc de la partition, donc une compositrice de la région. Puis l'année d'après, ça a été donc la mise en place de tout ce qui était vocal sur la partition, au niveau aussi de la chorégraphie, de la mise en scène. Donc ça impliquait énormément de choses. Et puis quand ça devait s'arrêter au bout des 2 ans, on s'est dit c'est trop dommage. On a envie que ça devienne pérenne parce qu'on s'est rendu compte que ça leur apportait beaucoup à eux. On n'avait pas envie de les laisser en plan, mais nous, ça nous apportait aussi énormément. Ça bougeait les lignes, ça nous permettait, voilà, dans notre espèce de tour d'ivoire des institutions culturelles, de bouger complètement les lignes et de se dire, voilà, c'est autre chose qui se passe ici. On a continué et on a ouvert Opéra Kids. Puis ensuite, comme ça a très bien fonctionné, puisqu'on travaillait sur plusieurs plans, c'est-à-dire on travaille le chant d'une manière, on va dire, globale. On prend la personne dans son sens global, on travaille sur l'ancrage, sur le corps, puis on remonte sur les émotions. Voilà, on apprend, mais au travers de notre corps qui nous raconte énormément de choses par rapport aux fonctions sensorielles. Donc on axe sur les fonctions sensorielles, beaucoup sur la perception, justement, les perceptions différentes des personnes. Puis on remonte ensuite, évidemment, sur tout ce qui est ensuite plutôt langage. Donc on passe par la réception sonore, beaucoup, puis ensuite par l'émission sonore. Et donc ces différents dispositifs comme Opéra Kids, on comprend pour ceux qui parlent anglais un minimum que c'est avec les enfants, mais il y a aussi Une voix, une chance. Vous avez en fait découplé en fait ces dispositifs-là pour toucher aussi d'autres publics. Avant, j'avais tendance à l'atténuer parce que j'avais l'impression que ma voix faisait peur. Un chant, une chance, c'est aussi apprendre à dire que ce moment-là, c'est un moment qu'on réserve à soi-même. Est-ce que vous voyez, vous ne respirez pas, Hadj. Ah d'accord. Vous ne vous faites pas de place pour respirer. Soit vous ne vous laissez pas respirer, soit on ne vous laisse pas respirer. Ouais, je suis dans mon coin, je suis tranquille, je suis caché. Là, non. Faut que je me mette plus en avant. Ça me change et ça me modifie. C'est plutôt bien. On a beau être des amateurs, elle nous transmet ce qu'elle a appris aussi, mais comme si on était des professionnels. Elle nous considère comme des professionnels. C'était impressionnant parce qu'on se dit ouais, on n'est pas des artistes et on passe vraiment par la grande porte, c'est top. Au niveau de comment ma voix sort, je constate des changements. Je fais beaucoup plus attention à ma respiration maintenant. Ça, c'est vraiment le côté un petit peu ironique. Elle avait surtout pour objet d'affermir des postérieurs échauffés par 3 jours de présence en scène. Plus de l'air. Postérieur. Postérieur. Ok. En fait, il y a des choses que je n'aurais pas osé faire si je n'avais pas été dans le projet Un chant, une chance. Par exemple, présenter quelque chose tout seul devant du public, c'est un truc auquel je n'ai jamais vraiment pensé faire. Et donc la première session, on a continué donc avec Un chant, une chance, avec 45 personnes qui étaient très éloignées du travail pour la plupart, voilà, qui n'avaient des fois pas travaillé depuis 10-15 ans, des fois voilà, une population aussi des personnes porteuses d'handicap.
ou avec, on va dire, des accidents de vie. De toutes sortes. Voilà. Et donc ils sont toujours là certains, d'autres, sur les 45 personnes qui sont arrivées, 35 ont retrouvé du travail ou une formation. Donc en fait, on peut parler quelque part de, alors j'allais dire coaching détourné, mais c'est pas ça, mais c'est du coaching, enfin, c'est de la reprise de confiance en soi. En fait, c'est comment, à travers la voix, à travers des exercices, on peut reprendre confiance en soi. En fait, voilà, on est plus sur du... C'est vrai que c'est un terme qui est un peu galvaudé, malheureusement, des fois, de développement personnel. Vous me corrigez si c'est pas le bon terme. C'est mis à toutes les sauces. Non, ce n'est pas ce que je sous-entendais, loin de là. Mais est-ce que, voilà, on est dans cette démarche-là, c'est-à-dire d'utiliser le prisme de la voix et donc de la musique et de tout ce qui est associé pour, finalement, voilà, redonner confiance à ces gens-là, ou c'est un peu plus profond, d'après vous? Alors, je dirais que chacun vient avec ce qu'il est, avec un potentiel, avec ses propres besoins. Les personnes ici ont des cours en collectif et des cours aussi, des ateliers individuels. Ils arrivent avec donc un matériau eux-mêmes, on va dire du sommet de leur crâne jusqu'aux pieds, avec tout leur vécu, avec tout leur ressenti. Et à partir de cela, on va dire que la voix est un des outils qui permet aussi de poser, on va dire, une analyse sur un état, à un instant T de la personne. Puisque chanter, contrairement à, quand on écoute de la musique, voilà, on écoute de la musique, mais quand on chante, encore plus qu'un instrument, notre instrument, c'est notre corps. Un chanteur, quand il arrive sur une scène, à un instant T, c'est comme un sportif. Au moment où la musique démarre, il doit être prêt, physiquement et aussi mentalement. Voilà. Donc avec ces personnes, on vient retravailler sur cette matière, on observe comment est leur voix, si elle est atone, si elle est perçante, ou est-ce que ça vibre, puisque nous sommes un instrument vibratoire, on la remet en connexion avec elle-même, avec ses propres vibrations, ce qui vient petit à petit dénouer, on va dire, des blocages qui vont être de l'ordre physiologique, voilà, puisque c'est très physique de chanter. On travaille sur l'ancrage, sur la proprioception, sur la verticalité, sur le langage, comme l'a dit messieurs, sur toutes les actions mnésiques, de par le fait d'apprendre, effectivement, aussi sur la rythmique, sur la mélodie, sur énormément de choses, et aussi sur la réception et l'émission aussi des émotions, sur toutes les fonctions sensorielles, puisque quand on respire avant de chanter, c'est une fonction sensorielle olfactive, on travaille vraiment sur la sensation, l'olfaction, on travaille aussi sur la vue, parce qu'on a besoin aussi de mobilité au niveau des yeux, sinon le son est figé, on travaille sur le tact, évidemment, sur, on va dire, à nouveau, une perception sensorielle de soi. Quand les personnes arrivent ici, et qu'on travaille sur le sens vibratoire, elles se rendent très vite compte que là, ça ne vibre pas, là, ça va vibrer. Si on faisait l'expérience aujourd'hui de tous faire comme ça, tous, et de sentir au niveau de son crâne ou de son thorax, eh bien, il n'y aurait pas une seule personne qui me dirait la même chose au niveau de sa perception. Et le fait petit à petit, par des rituels, comme l'a dit monsieur, d'insister à nouveau, de recommencer et d'aller creuser justement dans cette matière, permet petit à petit aux personnes de se reconnecter. Nous avons donc un chant, une chance, mais nous avons aussi un atelier qui s'appelle Les Voix Bleues, où nous avons des enfants porteurs de TSA, ainsi que des adultes aussi porteurs de TSA. Et nous pouvons voir effectivement très rapidement, puisqu'ils sont aussi suivis, eux, par des psychologues, des psychiatres, des médecins, avec qui nous sommes en lien sans arrêt, avec qui nous pouvons faire des échanges sur les révolutions, qu'il y a justement un grand plaisir et des perceptions qui évoluent. J'ai écouté tout à l'heure par rapport à le fait de jouer sans avoir la partition, à la différence du musicien qui joue d'un instrument. Un chanteur, évidemment, une fois qu'on est sur scène et qu'on a une masse sonore absolument incroyable, ou quand on chante en collectif, évidemment, on n'entend pas sa voix. Les gens, c'est ce qu'ils disent. Je n'entends pas ma voix. On ne se réfère pas à ce que l'on entend quand on chante, on se réfère à ce que l'on ressent. Donc on a une mémoire corporelle, vraiment une mémoire de résonance corporelle, c'est-à-dire qu'on est sur nos sensations uniquement. Et un chanteur sur un plateau, il entend des tas de choses, mais il ne s'entend pas. Il ne peut que se ressentir. Moi, je m'appelle donc Célian. Je suis un garçon très pénible et chiant. Parce que je bouge tout le temps, je crie tout le temps et je fais tout le temps râler mes parents. Et j'aime bien, des fois j'aime bien ça, mais des fois non, parce que après je suis punie. La mélodie, elle est dingue. Parce que, en plus, avec les chœurs qui font des gros travaux, oui. C'est plus structuré, en fait. Ça structure un peu
Comme nous, si on était le cocon et que les chœurs ils venaient structurer avec le chef d'orchestre, la musique. Et je pense que le mix d'avoir mis instrument, plus soprano, plus baryton, plus chœur d'enfant, plus... voilà, ça fait quelque chose d'assez spontané. Et puis la flûte traversière, quand elle joue, c'est... Parce qu'il y a des mélodies, en fait, il y a des mélodies qui se répètent. Moi, la flûte traversière, elle joue. Et il n'y a que elle qui joue et c'est trop beau. Et ça nous fait partir nous et... j'adore. Et ouais, le chef, il a dû bosser pour faire ça. Parce qu'apparemment, Eve, elle nous a dit qu'il était musicien à la base, je crois. Et que le travail du chef d'orchestre, je pense que être musicien, ça a dû l'aider. Hein, parce que trouver des mélodies comme ça, avec plein d'instruments, on a des cloches, enfin c'est pas des vraies cloches, mais des trucs où il y a quelqu'un qui tape sur des cloches, on a une harpe, on a des flûtes traversières, on a des trompettes, on a des percussions, on a plein de trucs et en fait il arrive à créer une mélodie hyper belle. Et donc c'est vrai que c'est fou et j'espère que le public il va aimer parce qu'on fait déjà 2 représentations plus une générale, donc c'est impressionnant. C'est 50 minutes et moi j'ai un petit problème, c'est que je peux pas me canaliser et arrêter de bouger, donc ça veut dire que je suis tout le temps comme ça et il faut que j'arrive à me concentrer en fait, et c'est pas facile tous les jours, mais parce que il y a les décorations qui sont derrière là sur le... Oui voilà, les projections. Avec en plus on fait des gestes comme ça, donc faut y penser. Puis après il y a les chœurs des hommes et les chœurs des femmes. Du coup moi j'ai envie de me retourner pour les regarder. Puis il y a les musiciens. Plus j'ai la trompette à côté. Et puis après faut suivre avec la partition, donc c'est pas toujours facile, mais c'est un travail de faire ça. Hein. Je n'imagine pas, mais c'est sportif. Hein. Quand on nous dit, voilà, vous allez chanter et tout, 1000 personnes vont venir, voilà, il faut être rassuré un maximum parce que sinon, après, ça va plus du tout. Et puis, le stress commence à venir et puis, voilà. Donc, faut faire un peu de méditation avant. Tu fais de la méditation ? Non. Et une fois, j'ai essayé de faire du yoga. J'ai tenu 3 jours, à peine. Donc, non, j'y arrive pas. Donc, en quelques mots, Opéra Kids, c'est quoi comme programme exactement ? On a compris que c'était plusieurs enfants réunis pour créer une sorte de petit orchestre. Ils faisaient un rendu à la fin. Comment ça se passe en fait ? Alors, Opéra Kids, pour la plupart des enfants, viennent des quartiers de la politique de ville, que ce soit Beaubreuil, Val-de-Laurence. Donc, il y a évidemment des enfants aussi du centre-ville, qui est une mixité sociale, une mixité de tout ordre. Et ces enfants viennent toutes les semaines avec des bus jusqu'ici, donc, pour venir travailler justement la voix, mais aussi la scène. Et en intergénérationnel, avec nos groupes aussi d'adultes, sur des projets, chaque année sur 1, 2 projets, mais aussi avec les chœurs professionnels de l'opéra, l'orchestre de l'opéra également, et des artistes professionnels. Nous avons donc une création, une production par an. Ils ont pour la plupart, après, les solistes des rôles. Après. Donc ils sont ensuite distribués dans des productions professionnelles à l'opéra. Okay. Et c'est un programme sur combien de temps ? Du coup, ils sont accompagnés pendant combien de temps, ces enfants ? Justement, ce qui est important, c'est qu'il y a des tas de programmes qui sont sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et comme vous le disiez, Monsieur Platel, ce qui est important, c'est la continuité. Vraiment, c'est là, sur la longueur qu'on voit les résultats. Donc, les enfants restent tant qu'ils ont envie. On en a un, il a commencé, il avait 8 ans. Aujourd'hui, il en a presque 16. Eh bien, écoutez, je pense que l'on peut lever cette séance, si je puis dire. Merci encore à vous d'être venus.